Donc, pour commencer pour parler d'abord du rapport entre l'art et la science, il fallait d'abord procéder à ce cadre, à l'explication de ce cadre conceptuel. Et lorsqu'on parle d'explication de ce cadre conceptuel, c'est comprendre d'abord les concepts qui sont là, c'est-à-dire le concept nature, le concept science, le concept savant et autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte dans la définition du rapport entre la science et l'art. Et donc, si nous prenons cela, nous allons comprendre ici que à ce niveau, il peut y avoir un point commun, des points de convergence. Il faudrait que l'on arrive à établir des points de convergence. Des points de convergence entre art et science. Et lorsqu'on parle de points de convergence entre art et science, c'est qu'ici, on veut tout simplement dire les points communs, les points de ressemblance. Et donc, ces points de ressemblance vont être des points qui mettent en rapport art et science. Et donc, ici, la première des choses qu'on va dire, c'est que art et science sont toutes des activités humaines. Des activités humaines. C'est-à-dire que ce sont deux activités faites par l'homme. Donc, ce sont les hommes qui procèdent à la science et qui procèdent également à l'art. Deuxième observation, c'est qu'on va dire ici que art et science sont des créations. Sont des créations. C'est-à-dire que, en quelque sorte, en art, on crée et également en science, on crée. Et troisième observation, c'est qu'ici, on va dire que les deux ont un dénominateur commun. C'est-à-dire, les deux s'intéressent à l'étude de la nature. L'étude de la nature. Le savant a une vision de la nature, tout comme l'artiste aussi a une vision de la nature. Donc, on va dire ici, savant et artistes ont tous une vision de la nature. Une vision de la nature. Donc, que ce soit un artiste, que ce soit un savant, toujours est-il que les deux concourent à l'étude de la nature. Les deux ont toujours une vision sur la nature. Maintenant, c'est en ce moment on pourra comprendre est-ce que les visions sont les mêmes. Et c'est au niveau maintenant de l'opposition des visions que l'on doit établir ici maintenant les points de divergence entre art et science. Donc, dans ce sens-là, en parlant des points de divergence, le premier point de divergence que l'on peut essayer d'évoquer ici, ça va être l'opposition, en quelque sorte. Au 1, on va dire que c'est l'opposition entre la sensibilité et l'intelligence. Entre la sensibilité et l'intelligence. Donc ici, il faut parler d'opposition entre la sensibilité et l'intelligence. Et lorsqu'on parle ici d'opposition entre la sensibilité et l'intelligence, c'est que ici, on veut tout simplement dire que du domaine de l'art, on parle de la sensibilité. Puisque en définissant l'esthétique dans son sens épistémologique et étymologique, on va dire que l'esthétique est la perception du beau par les sens. Et lorsqu'on parle de la perception du beau par les sens, c'est qu'on veut dire tout simplement il n'y a de beauté que pour un être sensible. On ne parle du beau que lorsque nos organes de sens entrent au contact sensoriel des choses. Et lorsque ce contact sensoriel nous procure un plaisir, un sentiment de plaisir. Donc, c'est pourquoi, dans ce sens-là, alors l'art est du domaine de la sensibilité, alors que la science est du domaine de l'intelligence.
Parce que la science, c'est l'acte par lequel on passe pour développer l'intelligence de l'enfant. Et donc, dans ce sens-là, on va comprendre également que si nous devrons repérer cet élément, ce facteur très important, nous prenons la science. Regardez, pour dire que la science se base sur la connaissance et sur l'intelligence, on va dire que la science est un ensemble de connaissances, est un ensemble de connaissances, portant sur l'étude, de la nature, de la société et de la pensée humaine. Portant sur l'étude de la société, de la pensée humaine. Donc, ici, dans la définition de la science, on a le mot connaissance. Et la connaissance ramène à l'intelligence. Donc, ceci qui montre la suffisance que dans le domaine scientifique, on ne s'intéresse pas à la sensibilité, mais on s'intéresse à l'intelligence, on s'intéresse à la connaissance, on s'intéresse au savoir. Maintenant, lorsqu'on prend de l'autre côté l'art, l'art, on va dire ici que, définition toute simple, est la création de la beauté. Création de la beauté dans le but de procurer un plaisir esthétique, chez l'homme. Un plaisir esthétique chez l'homme. Éveiller la sensibilité de l'homme. Éveiller la sensibilité de l'homme. La sensibilité de l'homme. Puisque lorsque vous prenez dans le domaine de l'art, et vous allez directement comprendre ici que lorsque l'homme s'est trouvé dans la nature de la société, il a commencé d'abord par s'étonner face aux différentes manifestations des phénomènes naturels et sociaux, étonnement qui a poussé l'homme à se poser des questions. Il a eu aussi la nécessité de se divertir, de se réjouir et de trouver un remède thérapeutique aux maux psychologiques auxquels il est confronté. Donc, il n'y a que dans l'art, il y a un élément de sensibilité. Un élément de sensibilité dans le cadre définitionnel de l'art. Et donc, c'est pourquoi, en parlant d'opposition entre science et art, il faudrait d'abord parler ici d'opposition entre l'intelligence et la sensibilité. L'intelligence est du domaine de la science et la sensibilité est du domaine de l'art. Donc, c'est une première observation d'abord qu'il faille signaler. Sinon, art et science sont tous deux activités humaines qui s'intéressent à l'étude de la nature, qui s'intéressent à la création, etc., etc. Mais la première différenciation qu'il faut établir entre les deux se situe au niveau de l'opposition entre l'intelligence et la sensibilité. Donc il y a ce facteur très essentiel qu'il faille impérativement, comme on appelle, revenir ci-dessus. Deuxièmement, on va dire ici que il y a que dans l'art, c'est la subjectivité. L'art est basé sur la subjectivité. Alors que la science est basée sur l'objectivité. Et vous allez voir ici qu'il y a une différence entre l'objectivité et la subjectivité. La subjectivité, c'est ce qui est du domaine de l'abstraction, c'est ce qui est du domaine du sentiment, c'est ce qui est du domaine du plaisir, de l'émotion, de la sensibilité. Alors que lorsque vous prenez l'objectivité, c'est ce qui est du domaine du réel, c'est ce qui est du domaine du concret, du palpable, du
touchable, de l'observable, du quantifiable, du mesurable, de ce qu'on peut expérimenter, démontrer et vérifier. Donc dans ce sens-là, la science s'inscrit dans ce domaine-là. Et donc, lorsqu'on prend également dans ce sens, dans un autre élément, on va dire quoi? L'art vise le beau. L'art vise le beau. C'est-à-dire que dans l'art, on est à la recherche du beau. Alors que dans la science recherche la vérité. La science recherche la vérité. Recherche la vérité. Et donc, dans ce sens-là, il va falloir faire une différenciation entre les deux pour montrer que dans le domaine scientifique, dans le domaine esthétique, nous parlons du beau. Le beau est tout ce qui provoque un sentiment esthétique chez l'homme. Et donc, ce beau a une valeur subjective, une considération subjective, d'autant plus que ce beau n'a aucune référence directe sur l'objectivité scientifique. C'est-à-dire que ça dépend de l'appréciation, du désir, de l'affection, de la sensation et de l'appréciation du goût que les hommes font des choses. Et donc là-bas, il n'y a que, au niveau du beau, il n'y a que la singularité. Ici, on parle de la singularité du beau. Alors qu'au niveau de la science, on va parler de l'universalité. L'universalité. L'universalité des données scientifiques. Parce que lorsque vous prenez les données scientifiques, elles sont caractérisées par leur universalité. C'est comme si vous prenez le théorème d'Archimède, la poussée d'Archimède. Lorsque l'Archimède dit que tout corps ou tout solide plongé dans un liquide reçoit de la part de ce liquide une poussée verticale orientée de bas en haut et que le volume du liquide déplacé est proportionnel au poids du solide plongé dans le liquide, et partout où vous partez, en lingala, en batou, en chinois, en japonais, ce sont les mêmes données. Quand on dit l'énergie est égale à la masse fois la célérité au carré, la formule d'Albert Einstein, c'est partout, c'est la même chose. Si on dit delta est égal à 2 au carré moins 4 AC, partout où vous partez, c'est la même chose. Si on dit que l'énergie cinétique est égale à 1 de GT carré moins V0T, partout où vous partez dans le monde, c'est la même chose. Donc les formules, les théorèmes, les principes, les propriétés et autres en mathématiques, en physique, en chimie, sont des données scientifiques universelles. Mais lorsqu'on prenait la singularité du goût au niveau de l'art, vous allez vous rendre compte que l'art, ça varie en fonction du goût. Parce qu'en esthétique, en beau, on dit que le goût, le choix, les couleurs, ça ne se discute pas. Ce qui plaît à Paul peut ne pas plaire à Pierre. Pourquoi ça plaît à Paul? Parce que Paul ressent du plaisir dans sa contemplation. Pourquoi ça déplaît à Pierre? Parce que Pierre ressent un sentiment de déplaisir, de dégoût à sa contemplation. Donc, dans l'art, il y a cette caractéristique subjective du goût qui est caractérisée par la singularité du goût. Chacun a sa manière d'apprécier les choses. Et c'est pourquoi Karamkourouan dit très clair là-dessus, en train que l'idée de beau, la notion de beau est relative à l'éducation, à la culture et à la philosophie de tout un chacun. Alors qu'en matière de science, il y a cet aspect qui est basé sur la certitude. La science est basée sur la certitude. La certitude après une évidence. Dans la science, on procède par l'observation des faits, on formule des hypothèses et on procède à la vérification expérimentale de ces hypothèses au laboratoire, dans un laboratoire de biologie, de physique et de chimie. Après, on dégage une loi, un théorème, un principe. Par exemple, on dit tout métal sous l'action de la chaleur se dilate. Tout corps sous l'attraction de la Terre fait une chute, etc., etc. Donc, il y a ces évidences, ces certitudes qui sont à prouver. Donc, alors, ici, comment on appelle ça, dans l'art, le beau s'éprouve. S'éprouve, avec S apostrophe bien entendu, s'éprouve. Éprouver, c'est-à-dire ressentir un plaisir. S'éprouve. Alors qu'en science, la vérité se prouve. La vérité se prouve. Okay? Donc il y a une différence même en écrivant. S'éprouve et s'éprouve. Donc le beau s'éprouve.
S'éprouver veut dire se ressent. Hein, se sent, donne un plaisir. Alors qu'en science, la vérité se prouve. Se prouve ici, se démontre. Donc on passe par la démonstration expérimentale. On passe par la démonstration physique, chimique, mathématique pour prouver à la face de l'union nationale ou internationale et en face de la communauté scientifique internationale que tel théorème, tel principe, telle loi est vrai. Donc à partir de là, on comprend aisément qu'il y a une certaine distinction d'appréciation dès le départ entre l'art et la science par rapport à leur finalité. Parce que la finalité artistique vise le beau, le plaisir pour lui-même, la beauté pour elle-même. Donc, est beau ce qui ne peut servir à rien, une gratuité, une inutilité, un désir suscité par la contemplation d'un objet sur l'amateur ou sur le contemplateur ou sur le public, etc., le mélomane ou le fan, et qui, à la lecture d'un livre, à la vision d'un film, à la contemplation d'une statue, trouve un plaisir. Et le plaisir qu'il ressent lui donne directement sa vérité sur les choses. Et cette vérité n'est qu'une vérité subjective. Même s'il y a une vérité en art, mais la vérité que l'on retrouve en art, c'est une vérité singulière, c'est une vérité subjective, c'est une vérité abstraite qui ne dépend que du jugement de goût de celui qui contemple et qui affirme à partir de l'observation d'un phénomène ou de quelque chose qui se produit. Donc, à partir de ce moment, on comprend aisément que ça ne peut pas aller. Et c'est dans ce sens-là qu'un philosophe va donner une célèbre affirmation. Et cette célèbre affirmation viendra de Claude Bernard. Claude Bernard, bien que étant un physiologiste, Claude Bernard essayera de s'intéresser à la notion d'art. Et en s'intéressant à la notion d'art, il dit ceci, Claude Bernard, c'est un biologiste français bien entendu, il dit l'art, c'est moi, la science, c'est nous. L'art, c'est moi, la science, c'est nous. Et lorsqu'on dit l'art, c'est moi, la science, c'est nous, ça veut tout simplement dire que l'art, le moi, c'est la singularité. Le moi, c'est la subjectivité. Le nous, c'est l'universalité. Ça veut dire que ça ne dépend pas de l'opinion d'une seule personne, mais ça va dans beaucoup plus de sens. Et vous allez également prendre la citation de Georges Braque. Georges Braque, et qui aussi va dire, Georges Braque va donner également une célèbre citation en disant que l'art trouble, la science rassure. L'art trouble, la science rassure. Donc, dans ce sens également, lorsque Georges Braque dit l'art trouble, la science rassure, troubler ici veut dire l'art remue nos sens. L'art nous fait vivre le sentiment, le plaisir, troubler le cœur, apaise nos âmes. C'est comme si vous prenez la musique par exemple. Les chansons sont des œuvres d'art qui font remuer le sens, adoucissent nos mœurs, apaisent le cœur et deviennent des remèdes thérapeutiques au monde psychologique auquel nous sommes confrontés, puisque lorsqu'on est en face d'un stress, d'une fatigue, d'une déception, d'une nostalgie, en écoutant les chansons du pays, si on est à l'extérieur par exemple, ça nous rappelle, ça fait une reviviscence du temps qu'on a eu à passer au village avec les camarades. Et donc ces chansons nous rappellent et nous font oublier, noyer nos soucis. Et c'est dans ce sens-là que l'art est un sédatif, est un remède thérapeutique au mot psychologique auquel nous sommes confrontés. Et c'est pourquoi Blaise Pascal a dit ceci: sans divertissement, il n'y a point de joie. Avec le divertissement, il n'y a point de tristesse. Donc, si on ne s'égaye pas, on ne se réjouit pas, alors qu'on ne se donne pas une thérapie de l'âme. Puisque l'art, c'est une thérapie de l'âme, un traitement de l'âme. C'est une purgation des stress que nous avons sur notre corps et qui nous permettent vraiment de nous retrouver dans notre corps.
Mais lorsque vous prenez rassurer nous ramène au niveau de la certitude. Et comme je vous ai donné beaucoup d'exemples, de principes, de théorèmes et autres en physique, en chimie, en biologie, en mathématiques, ce sont des choses qui nous permettent à coup sûr de comprendre que la science est du domaine de la certitude, est du domaine de l'objectivité. Hein? Et il y a aussi une citation pas des moindres et très très importante qu'il faut signaler ici, peut-être qu'il va s'inscrire dans la plus grande différenciation entre l'artiste et le savant. Et lorsque vous prenez cette citation, c'est bien entendu la citation de Jean Rostand. Hein? De Jean Rostand. Jean Rostand qui est aussi bien entendu un biologiste, hein, qui nous dit ici que la mort d'un grand savant retarde l'humanité. La mort d'un grand savant retarde l'humanité, et celle d'un grand écrivain, la frustre. Donc, vous avez vu que lorsqu'on prend des citations comme cela, ça met toujours en rapport le savant et l'artiste, et par extension la science et l'art. Parce qu'on comprend ici très aisément que l'art et la science sont intimement liés à l'étude de la nature. Mais dans la profondeur des choses, on voit une certaine différence. On vient à la citation de Jean Rostand. La mort d'un grand savant retarde l'humanité, et celle d'un grand écrivain la frustre. On connaît Mendel. Mendel est mort et il a élaboré des lois. C'est après sa mort, 35 ans plus tard, que d'autres aussi sont venus, comment on appelle ça, comprendre ce que lui aussi il a eu à faire. Donc certains aussi ont commencé à lui montrer ce qu'il faut faire. Donc il y a aussi cela. Donc quand un savant meurt, ça devient très difficile à comprendre l'élément qu'il faut impérativement essayer de... Voilà, donc il y a ici qu'on va ajouter un mot, la mort prématurée. Ok? La mort prématurée. Ça veut dire que la mort précoce. La mort prématurée d'un grand savant retarde l'humanité, et celle d'un grand écrivain la frustre. Donc, ça veut dire, lorsqu'un écrivain, un savant meurt, il crée un vide scientifique. Et avant qu'on ne trouve d'autres personnes qui peuvent venir continuer cela, c'est très difficile. Alors que celle d'un grand écrivain la frustre. Et lorsqu'on parle de celle d'un grand écrivain, ça veut dire que si l'écrivain voulait écrire un livre et qu'il mourait, ce livre-là va rester sans être écrit. Parce que l'inspiration que l'artiste a est une inspiration personnelle. Personne ne peut venir prendre le cadavre de l'artiste, prendre son inspiration. Son inspiration est personnelle à lui. Donc ce livre-là restera sans être écrit. Donc ce qui veut dire ici que le savant et l'écrivain du moins a une inspiration en lui. Il a un don exceptionnel. Parce que l'écrivain, c'est bien entendu un artiste, il faut le comprendre ici. Il n'y a pas obligatoirement être sculpteur et peintre pour être un artiste. Même un musicien est un artiste. L'écrivain également est un artiste. Donc c'est ce qui montre à suffisance que l'artiste aussi, sa mort frustre. Je vous donne l'exemple de la mort de Didier Arafat. Quand il est mort, vous avez vu, tellement qu'il avait des fans qu'on appelait les Chinois, ils n'ont même pas cru en sa mort. Tellement que cette mort-là les a frustrés, ils ne croyaient pas si le Daïchi était mort. Donc ça les a frustrés, parce que c'est un prophète de joie.
hein, c'est un cultivateur de joie. Donc, le fait des arts qu'ils disparaissent là et que les gens comprennent qu'il a dit, donc ça crée une très grande frustration au niveau des personnes qui étaient ces femmes et ces mélomanes et autres, ces chinois, comme on aime à le dire. Donc, ça créait une très grande frustration à leur niveau. Donc, ce qui montre que la mort d'un savant, ça peut retarder l'humanité, puisqu'il a commencé une découverte, il n'a pas achevé, il s'est arrêté là. J'ai pris le cas de Mendel avec cette théorie. C'est après 35 ans après sa mort que d'autres sont venus achever ses travaux. Mais lorsqu'un grand écrivain meurt, il meurt avec son inspiration. Le livre qui n'a jamais été écrit ne sera plus écrit, surtout lorsque l'auteur n'a pas encore commencé d'écrire. Et lorsque celui-là apporte de la joie, hein, du bonheur, de la sensibilité aux gens, par ses œuvres et qu'il arrive à mourir, vous allez voir que ça aussi, ça va disparaître. Donc, de façon générale, nous allons retenir ici essentiellement que science et art sont deux domaines d'activité humaine qui s'intéressent à l'étude de la nature. Mais le problème essentiel est que la vision de la nature que nous apporte la science, hein, et celle que nous apporte l'art est très différente. D'autant plus que c'est l'opposition de la sensibilité à l'intelligence et que l'art est caractérisé par la subjectivité scientifique, subjectivité sentimentale, et que la science est caractérisée par l'objectivité, la démonstration, la certitude, l'assurance, l'universalité. Au même moment, l'art est caractérisé par la singularité du goût. La science, c'est nous, l'art, c'est Dieu. La science rassure, hein, l'art trouve. Donc, ce qui montre en suffisance que les deux ont un dénominateur commun, c'est la nature, sont des créations humaines, des inventions humaines, hein, et autres, mais diffèrent par rapport à leur finalité et autres. Et donc, lorsqu'il y a un sujet là-dessus ou pas, voilà comment il faut aborder ce sujet. Je vous remercie de votre écoute et j'ose espérer que vous allez suivre cette vidéo pour vous permettre de passer cette période très difficile. Et il invite aussi, elle fait aux autres professeurs d'en faire autant comme le SNE. Il n'est pas facile de passer devant la caméra et de parler et de dire devant les réseaux sociaux ce qu'on dit en classe. Parce que si ce qu'on dit en classe est vrai, on ne doit pas avoir honte ou complexé pour venir dire ça devant la caméra. Et donc nous invitons les enseignants à en faire autant. Et je crois qu'en le faisant, nous contribuons progressivement au progrès de l'humanité. C'est une œuvre sociale, humanitaire. Nous le faisons en brûlant nos crédits, nos unités de connexion. Mais personne ne nous donne un franc. Mais nous pensons que nous rendons service à l'humanité. Et par cet acte, nous nous immortalisons, comme le dit André Malraux dans l'œuvre qu'on appelle la condition humaine. L'homme ne peut dépasser sa condition mortelle que par la révolution ou l'art, c'est-à-dire en accomplissant un acte dont la portée excède celle de son existence particulière. Faites des actes, posez des actes, après votre mort, on le dira après vous. Et c'est ce qui fait l'homme. Sinon, celui qui a vécu sans avoir planté un arbre aura vécu inutilement. Contribuons au progrès de l'humanité en donnant gratuitement du savoir aux élèves qui en ont besoin en cette période d'urgence sanitaire. Je vous remercie.